La dernière fois que j'ai dû rédiger un Viandox spécial, c'était 7 jours après les attentats du 7 janvier. Là, c'est 4 jours après les attentats du 13 novembre. J'aimerais bien contacter le diffuseur des Fous de Dieu pour que nous calions un peu mieux notre planning commun afin de ne pas me retrouver dans des situations où j'écris des choses drôles alors que je n'ai pas envie d'écrire des choses drôles. Et j'ai eu véritablement beaucoup de mal à écrire le Viandox de ce soir. C'est la raison pour laquelle je me suis fait aider, notamment pour les chansons, par des auteurs déjà existants. J'ai également écrit des choses. Mais voilà, le rire, le décalage ne peut venir qu'avec la distance. Et la distance, en ce moment, elle est un peu compliquée. Néanmoins, en préambule, je voudrais remercier notre président de la République d'avoir déclaré récemment que le pacte de sécurité passait avant le pacte de stabilité. J'étais ravi d'apprendre que le pacte de stabilité était une notion relative, étant donné que ça fait quand même plusieurs années qu'on nous la vend comme une notion absolue. Et je lui dirais simplement que si le pacte de stabilité sociale était passé avant le pacte de stabilité financière, eh bien peut-être que certains de nos jeunes ne seraient pas partis en Syrie. Je dis ça, je dis rien. Pour commencer ce Viandox, je vais me faire aider par deux grands humoristes décédés depuis longtemps et qui n'auront pas vu ça. Pierre Dac et Francis Blanche. Pierre Dac qui a fait pour moi la plus belle des histoires antiracistes, puisqu'il disait quand un catholique est con, on dit quel sale con. Quand un juif est con, on dit quel sale juif. Je revendique pour les juifs le droit d'être con. Lorsque sans parti pris on établit le bi, l'anglumanie, t'es d'aujourd'hui, il devient limpide comme un clair de lune élu, mineux comme un clerc de notaire. C'est pas de sitôt que les hommes seront frères, et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout, tout se passe par en dessous, de mémoire de grinche, jamais dans les yeux, on ne vit tant de regards haineux. Ah, y en a-t-il de cette haine qui souille les esprits, qui perdent le sens de la fraternité ainsi, et l'altruisme aussi. Et là, c'est l'altruisme est foutu et c'est couru, y a pas plus d'altruiste que de beurre hors bu, y a plus que de la haine, si bien que dans le pays, bientôt tout le monde sera haï. Mais là où la chose se complique et devient tragique, c'est que la haine devient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine standard ou de circonstance, il y a de la haine de mouton pour les nœuds de salon, et de la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine, et il y a trop d'haineux, ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter tête d'haineux. Oui, je vous laisse le temps. C'est le choc. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux est un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui qui est haï haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça l'haï ici et l'haï là. Voilà, c'est comme ça, oui, bien sûr, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de quoi. En signe de joie, se passer les paupières à la crème de gruyère, avec une tringle à rideau de fer. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est rassembler par toute la terre tous les hommes valeureux qui d'un cœur généreux haïssent la haine et les haineux. C'est ce qu'il y a de mieux. Hardi donc, allons-y, roulez tambour et sonnez trompettes et hélicons, suce à ceux qui suent la haine par tous les ports et qui se font un sport d'haïr de plus en plus fort. Ah bah la haine et les haineux ainsi que ceux qui hurlent avec eux. Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Sinon tenons bientôt, nous en viendrons sûrement à bout. La confiance alors mettra le monde d'accord et on sera content de voir les hommes d'à présent devenir de plus en plus confiants. Haine par-ci, haine par-là,
Ah, y en a-t-il de la haine ici? Bah. Mesdames, Messieurs, j'ai une grande nouvelle. J'ai une très grande nouvelle. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Enfin, reprenez tout. Reprenez tout. Respirez par le nez. Détendez-vous. Séchez vos larmes. Changez de slip. Le vendredi 13 novembre 2015 n'a jamais eu lieu. Je vous le dis, je vous le répète, le vendredi 13 novembre 2015 n'a jamais eu lieu. Suite à un arrangement entre le ministère de l'Intérieur, H.G. Wells, inventeur, comme on le sait, de la machine à remonter le temps, avec le concours de Doc Brown et de Marty McFly, et malgré les cris d'or pas frais de la Française des Jeux, qui se refusait à sacrifier un des fameux tirages de l'euro-million piège à con, le vendredi 13 novembre a été, sans regret et sans remords, précipité d'un coup d'un seul dans les oubliettes de l'histoire, comme un vulgaire 30 février. Prenez votre temps. Ce qui a eu pour conséquence immédiate et bénéfique que notre pays, où rien ne devait plus être comme avant, a pu continuer comme avant. Puisqu'il n'y a plus d'avant et qu'il n'y a plus d'après. À Saint-Germain-des-Prés comme ailleurs. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, non, mais ça c'est normal. Le paradoxe temporel, c'est toujours très compliqué à comprendre. Ça a toujours profité en priorité aux marchands de Doliprane. Pour que vous compreniez mieux, soyons concrets. Le vendredi 13 n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que samedi 14 novembre, un jeune couple s'assoit à la terrasse du petit Cambodge pour manger des trucs asiatiques. Lui commande un boboon. Il ne sait absolument pas ce que c'est, mais il trouve que le nom est rigolo. Elle prend des nems, parce qu'elle manque cruellement d'imagination. D'ailleurs, elle travaille à la DRAC Poitou-Charentes. Comme dessert, lui prend une boule coco. Il ne sait absolument pas ce que c'est. Enfin, il a bien une petite idée. Il imagine que c'est une boule avec de la noix de coco. Mais bon, il trouve que le nom est rigolo. Elle prend une pomme. Car elle manque cruellement d'imagination. Et il y a trop de miroirs dans le couloir du restaurant. Après avoir pris un café à la bergamote, pourquoi pas, il rentre à l'hôtel en longeant les quais de Seine et en se disant que Paris c'est la plus belle ville du monde pour les amoureux. Une fois rentrés à l'hôtel, ils font évidemment l'amour. Tranquillement. Tranquillement parce qu'ils savent très bien que de toute façon ils le referont le lendemain. Ce même samedi 14, à 100 mètres de là, au restaurant La Cosa Nostra, fréquenté régulièrement par les Balkany, une bande de copains se fait une soirée tagliatelle Chianti tiramisu. Menu fortement déconseillé par l'ADA, Association de défense des artères. Mais menu fortement encouragé par l'ADAS, Association de défense des amis du samedi soir. Après le 4e et dernier Dijon, les potes s'embrouillent pour savoir s'ils vont rentrer en taxi ou avec Uber Pop. Tout le monde se quitte en s'engueulant, mais en se promettant de se retrouver sans faute samedi prochain. Ce même samedi 14 novembre, au Stade de France, Julot et Marco, supporters de l'équipe de France, connaissent l'angoisse de leur vie. Pour la première fois, ils essayent de faire rentrer 3 canettes de Cronenbourg dans l'enceinte du stade. En les cachant, qui dans leur capuche, qui dans leur slip kangourou. Ça va passer, 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 c'est normal. On est en France, la sécurité est là, mais elle est toujours détendue. Le samedi 14, il y a également du monde au Bataclan. Beaucoup de monde pour le premier concert, et oui, le premier concert, puisqu'il n'y a pas eu de vendredi 13. Premier concert des Eagles of Death Metal. Les Eagles of Death Metal. Imprononçable déjà. Et pour ceux qui ne connaissent pas la musique, c'est des gars qui font du rock en poussant la sono à fond.
en gros. Voilà. On en a aussi des comme ça à Poitiers. Trop. N'empêche que le public est nombreux et joyeux. Un couple de retraités fans de musique métal en profite pour se dire qu'ils sont bien plus jeunes, eux, ici, que leur fils de 32 ans, mollement enfermé chez lui à écouter du Benjamin Biolay. Ils ont raison. Ils se disent également qu'avec leur curiosité et leur ouverture d'esprit, ils ont encore de beaux jours devant eux. Au même moment, la jeune Chloé Boissineau de Vivonne, assise au premier rang, réalise qu'elle a oublié d'appeler sa mère et que ça va encore faire tout un drame. Il faut toujours qu'elle s'inquiète tout le temps, maman. Au même moment, mon ami Marc Horry, lui aussi au premier rang, pas le choix, voit un monsieur en train de faire un truc rigolo avec son chapeau et se dit que ce serait bien de faire ça à Benoît de Lépine dans un prochain épisode de Groland. Au même moment, Nicolas Stanzik, cinéphile et auteur de l'excellent ouvrage Dans les griffes de la Hammer, trouve le concert et le moment tellement kiffant qu'il décide de commencer dès lundi son prochain ouvrage consacré à Mario Bava et aux films d'horreur italiens. À la sortie du concert, chacun s'en va, avec la banane, pour aller boire un verre en terrasse et continuer à savourer ce moment. De leur côté, les techniciens du Bataclan, tous les techniciens du Bataclan, au grand complet, planqués derrière la sortie de secours, se fument le bon gros bedeau sans lequel il n'y aurait pas d'intermittence du spectacle possible. Ce samedi 14 novembre, des militants gonflés à bloc sont sur les marchés pour la campagne des régionales. Ils sont prêts à défendre leurs idées sur la culture, sur l'emploi, sur l'avenir. Ils savent que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ils sont encore audibles pour l'ensemble de la population. Enfin, pour une partie de la population. Enfin, pour une petite partie de la population. Ce samedi 14, Nadine Morano n'est encore pour l'ensemble de la population qu'une grosse bécasse inoffensive. Ce samedi 14, Marine Le Pen n'est encore qu'un épouvantail efficace que le pouvoir brandit pour pouvoir travailler mal, mais tranquillement. Ce samedi 14, la France se fout de savoir quelle est la France. Et ce samedi 14, dans sa tribune du Stade de France, juste avant le match, bâillant en corneille pendant la Marseillaise, notre rondouillet président se dit deux choses en fait. La première, c'est pourvu que je parvienne à faire baisser le chômage, sinon je vais être le premier président de la 5e République à être pendu par les couilles. Et la deuxième, la plus importante, c'est quand même, j'en ai de la chance d'être aimé par une fille aussi jolie que Julie Gaillet. Ah, mais pardon, on me souffle dans mon oreillette que peut-être l'information que je vous donnais à l'instant, comme quoi le 13 novembre n'a pas eu lieu, serait peut-être à prendre au conditionnel. Bravo.